Bonjour Florian Michel. Bonjour Anne Dujean. Donc vous êtes historien, maître de conférences à l'université Paris 1. Vous êtes spécialiste d'histoire culturelle et religieuse et vous avez dirigé avec Baudouin de Guibon l'édition de ce livre aux éditions Salvator, Au temps de la lumière, d'Hélène Izvolsky. Voilà, et je vous remercie beaucoup de venir nous en parler. Alors, je le dis en deux mots pour commencer, mais Hélène Izvolsky est une figure tout à fait intéressante. Vous nous direz un peu dans quelles conditions vous l'avez rencontrée. Elle naît en Russie à la toute fin du 19e et elle mourra aux États-Unis en 1975, je crois, au milieu des années 70. Elle est fille de diplomate et elle est amenée avec sa famille à quitter la Russie après la Première Guerre mondiale. Elle s'installe en France et là commence tout un parcours intellectuel et spirituel qu'elle raconte dans ce livre qui s'appelle « Au temps de la lumière », qui est paru une première fois en 1942 à New York, au moment où elle a fui la France avec un certain nombre de camarades et elle s'est installée à New York, « Light Before Dusk ». Et ce livre sera traduit en français en 1945 à Montréal, mais il n'a jamais été diffusé en France jusqu'à ce jour et c'est cela que l'on vous doit. Voilà. Alors peut-être pour commencer, pourriez-vous nous dire un peu comment vous avez rencontré cette figure, comment vous êtes tombé sur elle, et puis dans la mesure où elle n'est pas très connue aujourd'hui du public français, ce qu'elle représente. On sait qu'elle a été une passeuse très importante sur différents plans entre la Russie et l'Europe, sur le plan spirituel, sur le plan littéraire, mais peut-être pouvez-vous nous en dire plus. Merci beaucoup pour cette présentation et pour cette série de questions. Comment ai-je rencontré Hélène Izvolsky par mes études, par mes toutes premières recherches. J'ai à peine à ce moment-là 22 ans, quand je commence à chercher un sujet de master, et de fil en aiguille, je découvre les échanges franco-russes qui se nouent autour de la maison de Meudon, le foyer de Jacques et Raï Samaritain. Et je propose de creuser la figure d'Hélène Izvolsky à celui qui allait devenir mon directeur de recherche. La validation est instantanée ou presque, et me voilà lancé pendant un an donc, sur les traces d'Hélène Izvolsky. J'ai beaucoup travaillé à ce moment-là sur toutes les archives que je parvenais à trouver de cette dame, aussi bien donc, dans les archives du Cercle Maritain à Strasbourg, aussi bien également à Dourgne, à Sainte-Scolastique, dans l'abbaye de Sainte-Scolastique, à côté de Castres, Albi, pour retracer un petit peu le moment de sa conversion, de son passage au catholicisme. Et c'est également pour moi le premier voyage de recherche aux États-Unis, un voyage mémorable, au sens où toutes ces archives avaient été confiées à un moine bénédictin qui était en fait son exécuteur testamentaire, dont j'avais eu quelques difficultés à retrouver la trace. Les mails n'existaient pas encore à ce moment-là, et donc il m'avait fallu un peu de temps pour échanger avec lui. Et en février 2000, je débarque aux États-Unis pour essayer de retrouver ces archives, pour rencontrer également un certain nombre de ses amis. Parmi ses amis, il y avait une communauté, enfin l'abbesse, la mère abbesse d'une communauté bénédictine dans le Connecticut, et il y avait également, c'est un peu le grand écart de l'existence d'Hélène Izvolsky, une dame qui travaillait avec elle dans les bureaux français de l'Office of War Information, qui s'est présentée à moi comme étant une ancienne maîtresse de Jean-Paul Sartre. Voilà, donc c'était entre la 5e avenue et la grande campagne du Connecticut, première expérience assez étonnante des États-Unis. Et quant au parcours d'Hélène Izvolsky lui-même, ce qui m'intéressait avant tout, c'était la figure du passage. D'abord, c'était une femme, et en histoire religieuse, il y a relativement peu de travaux sur les femmes intellectuelles, sur les femmes auteurs, et cette dimension-là m'intéressait. C'est une Russe orthodoxe de naissance, intéressée par le catholicisme. Je présenterai plus précisément cela dans quelques minutes, mais elle était vraiment une figure de l'exil, de l'émigration, une figure de la traduction, puisqu'elle a beaucoup traduit du russe vers le français, du français vers le russe, mais également ensuite vers l'anglais, et il y avait là un milieu culturel extrêmement intéressant. Ce qui me paraissait également intéressant, c'est l'arrière-plan familial. Vous avez dit un mot de son père,
Alexandre Izvolsky, qui lui est vraiment quelqu'un de très connu. Hélène Izvolsky l'est évidemment nettement moins, mais Alexandre Izvolsky est le ministre des Affaires étrangères du Tsar au début du XXe siècle, et il est son ambassadeur de Russie à Paris entre 1914 et 1917. Donc disons par sa sociologie, par sa naissance, elle appartient à cette Russie blanche qui se trouve en un sens aux avant-postes et victime de la révolution de 1917. Et le regard qu'Hélène Izvolsky posait sur son milieu familial et sur la révolution de 1917 m'était extrêmement intéressant. C'est, je crois, quelque chose de très neuf. Oui, voilà. Dites-nous deux mots de la manière dont elle regarde la révolution russe, parce que c'est quelque chose qui vraiment la travaillera sur le long terme, mais il ne sera pas sans lien après avec les rencontres qu'elle noue. Alors c'est un point effectivement extrêmement important. Elle appartient vraiment à la très haute aristocratie russe, par son père bien sûr, mais également par la famille de sa mère. Elle fréquente tous les milieux des ambassades, elle fréquente tous les palais de Saint-Pétersbourg, et elle est présentée à la tsarine en janvier 1914. Donc à ce moment-là, elle a à peine 18 ans. Elle est reçue à la cour avec tous les honneurs dus à son rang. La tsarine lui donne un certain nombre de bijoux pour témoigner à la fois de sa générosité à elle, mais également de sa grandeur. Et Hélène Izvolsky est très mal à l'aise, en fait. Elle le raconte dans ses mémoires, très mal à l'aise parce qu'elle mesure bien le décalage par rapport à la situation historique. Elle observe, c'est le temps des Raspoutine, c'est le temps du commencement de l'effondrement du trône du tsar de toutes les Russies. Et dans ses mémoires, comme également dans le roman qu'elle va rédiger avec Joseph Kessel, Les Rois aveugles, elle va raconter tout cela. Et elle a conscience combien finalement cette révolution de 1917 était en quelque sorte rendue inévitable par les vices intrinsèques de cet empire de toutes les Russies. Elle observe cela de l'intérieur, et ce qui la positionne de manière assez singulière dans le monde des Russes à Paris après la Première Guerre mondiale, parce que par sa naissance est une Russe blanche, mais elle n'a aucune nostalgie pour cette Russie qui a disparu, et dès lors elle va tenter de promouvoir ce qu'elle appelle, par cet adjectif un peu complexe, post-révolutionnaire, au sens où il ne s'agit en aucunement de défendre l'héritage de 1917, mais de comprendre que cette révolution était en quelque sorte rendue légitime par les vices précédents. Et dès lors elle va se retrouver en porte-à-faux à la fois vis-à-vis de son propre milieu, assez réactionnaire, assez désireux de reconquête, et on l'observe au début des années 20, il y a tout un tas de volonté de reprendre un certain nombre de provinces de la Russie, une guerre civile évidemment bien connue dans l'histoire, mais également en porte-à-faux par rapport à la propagande soviétique qui matraque le public parisien. Donc elle se retrouve dans une position parfois un peu délicate. Alors il y a un autre point que vous avez évoqué qui est tout à fait central dans sa trajectoire et puis après dans son travail, c'est sa conversion. Au catholicisme, mais là aussi par rapport à son histoire familiale, ça n'a rien d'une évidence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Bien sûr. Ce temps de la lumière qui est décrit dans le titre, c'est avant tout le temps qui s'ouvre au moment de la rencontre d'Hélène Izvolsky avec les sœurs bénédictines du monastère de Sainte-Scolastique dans le Tarn. À Castres. Donc on est là au nord de Castres, dans le diocèse d'Albi, et c'est tout à fait intéressant de voir un petit peu le cheminement d'Hélène Izvolsky vis-à-vis du catholicisme. Elle est née orthodoxe, sa mère était d'origine protestante, son père orthodoxe de fonction, si je puis dire. Il n'y avait pas d'autres religions autorisées dans l'empire de toutes les Russies à ce moment-là, et évidemment la conversion était impensable en Russie, mais son père cependant avait été le premier ambassadeur russe à Rome, et la famille Izvolsky avait rencontré Léon XIII, des échanges, des rencontres avaient été ménagées évidemment entre l'ambassadeur et le souverain pontife,
Et à partir de 1914, Hélène Izvolsky est à Paris. Elle travaille pour la Croix-Rouge, elle lit Charles Péguy, elle découvre tout le milieu catholique français, elle travaille dans un hôpital tenu par des religieuses, et elle est très sensible, elle assiste, elle le raconte dans ses mémoires, à la mort d'un paysan breton victime du conflit, et ça la retourne de voir la profondeur de la foi dans ce moment de la Première Guerre mondiale. Et au lendemain de la Première Guerre, eh bien, son père décède de la grippe espagnole, la famille Izvolsky est très affaiblie du fait de la Révolution et du fait de ce décès. Il s'installe à Pau pendant quelque temps, donc à proximité de Toulouse, Albi. Et il y a à Albi, enfin au monastère de Sainte-Scolastique, un renouveau de la vie bénédictine à travers une très belle figure spirituelle qui est la mère abbesse Cronier, j'ai oublié son prénom, pardonnez-moi, mais donc la mère Cronier qui va insuffler une belle énergie, en fait, une belle vitalité dans le monastère à travers une grande sensibilité littéraire, artistique, esthétique. Et il y a dans le monastère 2 femmes religieuses d'origine russe, une fille et sa mère, et le frère de ces moniales habite à Pau, lui-même converti, il rencontre Hélène Izvolsky, les 2 échangent, et c'est par ce biais en fait du petit monde russe entre Pau et Albi que Hélène Izvolsky va se rendre à Sainte-Scolastique. Et j'avais retrouvé pour ma toute première recherche dans les chroniques de l'abbaye tous les témoignages du passage d'Hélène Izvolsky, les échanges, les lettres qu'elle avait pu envoyer, sa grande retraite, comme elle le dit, toutes les questions qui se posent à elle, aussi bien sur le plan religieux, spirituel, mais également sur le plan national, avec cette angoisse finalement de trahir son pays souffrant, comme elle le dit souvent, au moment où précisément il en a le plus besoin. Et ce sont ces religieuses bénédictines qui vont lui dire mais non, c'est pas la trahison qui est une question, c'est vraiment suis la volonté de Dieu pour toi et viens à partir de la position désormais qui sera la tienne, confier toute ton intelligence pour nourrir les échanges entre l'Est et l'Ouest. Et c'est vraiment le point de départ de la vocation d'Hélène Izvolsky, le désir de rendre davantage vivant le dialogue Est-Ouest entre l'orthodoxie et le catholicisme. Et c'est pour ainsi dire la mission de sa vie pour les 50 ans qui suivent. Elle a été traductrice de nombreux auteurs russes et il y a vraiment un lien fort. Voilà, c'est une passeuse, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment une passeuse culturelle, une traductrice, hein, et en même temps, dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'elle cherche à mieux faire comprendre les écrivains catholiques auprès des orthodoxes, à mieux faire comprendre la Russie et l'orthodoxie pour les milieux catholiques, et avec un souci constant de ne pas heurter les sensibilités. Alors, dans ce livre, elle décrit des milieux assez différents d'ailleurs. Elle décrit la France, des milieux en France, très bouillonnants, très effervescents, entre les années 20 et finalement le début de la guerre. Des milieux littéraires d'abord, qu'elle fréquente, puis sa découverte des milieux catholiques. Est-ce que ce bouillonnement, ce foisonnement, ça fait partie aussi de ce qu'elle appelle le temps de la lumière, et quels sont un peu ces milieux qu'elle rencontre, et qu'est-ce qu'elle y trouve et qu'est-ce qu'elle y donne? Merci pour cette belle question, effectivement, qui synthétise 20 ans de l'existence d'Hélène Izvolsky. En 1919, Hélène Izvolsky décide de s'inscrire à l'université. Et en fait, elle reçoit une bourse d'une mécène généreuse qui va lui permettre de profiter pleinement de ses études. Elle s'inscrit en Sorbonne à la faculté de droit pour faire des études en histoire des relations internationales. Et elle le dit avec beaucoup de reconnaissance pour à la fois les autres étudiants et pour les enseignants. Elle a appris à penser en Sorbonne. C'est quand même pas rien. Et par sa naissance, elle va également rencontrer un certain nombre de grands journalistes que son père connaissait du temps de la guerre. Elle va rencontrer notamment Joseph Reynac, qui va la lancer dans les milieux littéraires parisiens
dans les années 20. Elle va travailler notamment à la Revue de Paris, donnant plus d'une 50aine d'articles au début des années 20. Elle va rencontrer Paul Valéry, elle va rencontrer Valérie Larbaud, elle va servir de traductrice d'un certain nombre de grands auteurs, de Boris Pasternak, elle va traduire également Ivanov, Gershenson, enfin tous les grands auteurs russes du premier quart du XXe siècle. Hélène Izvolsky va les traduire en français et publier les traductions dans un certain nombre de grandes revues parisiennes. La difficulté dont elle témoigne, c'est après sa conversion, comment concilier son insertion dans le milieu culturel français et son désir de se servir davantage. La mission qu'elle reconnaît comme sienne dans ce dialogue entre l'Est et l'Ouest, et il faut attendre en fait la fin des années 20 pour qu'elle réoriente en quelque sorte son activité de journaliste, son activité d'autrice en quelque sorte, d'auteur, et elle va rencontrer il y a quelques rencontres importantes sur cette route. La première, celle de Charles Dubos, qui est vraiment une grande figure à la fois des milieux de l'édition parisienne des années 20, qui est un grand auteur, qui tient notamment ses carnets, donc c'est par cela qu'on arrive à suivre un certain nombre d'enjeux. C'est à la fois un ami et un critique d'André Gide, par exemple, c'est un proche de Jacques Maritain, et c'est Charles Dubos qui va introduire Hélène Izvolsky dans le milieu maritain. Voilà. Et après, du milieu maritain, elle rencontrera d'autres auteurs encore, les Nicolas Berdyaev, les Emmanuel Mounier. Moi, je suis sensible à cela au sens où c'est vraiment le sens de la rencontre qui ouvre des horizons, qui ouvre des possibilités de publication, et on sent une grande disponibilité aussi aux enjeux du moment. Alors justement, elle fait la rencontre de Jacques et Raïssa Maritain. Elle commence à fréquenter la maison de Meudon. Pas très loin, à Clamart, il y a Nicolas Berdyaev. Vous allez peut-être nous en dire un mot. Et c'est ainsi, c'est dans ces rencontres qu'elle fait la connaissance d'Emmanuel Mounier, donc le jeune fondateur d'Esprit. C'est vraiment au moment de la naissance de la revue, peut-être 1 ou 2 ans après. On est au tout début des années 30. Oui. Il y a tout un chapitre intitulé Les Jeunes, dans lequel elle évoque ses débuts de la revue. Elle raconte les premiers séminaires, les premiers moments collectifs en fait de la revue. Elle regarde aussi avec une certaine un regard plus ou moins extérieur, mais quelles sont un peu les tensions qui les traversent, les questions qui se posent. Plus largement et au-delà d'Esprit, elle est évidemment en contact avec tout ce qu'on appelle aujourd'hui les anticonformistes des années 30. Comment caractériseriez-vous le lien qu'elle a avec cette galaxie, à la fois intellectuelle, spirituelle, son rapport avec le personnalisme? Qu'est-ce qui se joue là pour elle dans la rencontre avec ces cercles-là? Peut-être le point de départ, c'est le milieu maritain. Et il faut caractériser à minima ce milieu maritain. Jacques Maritain est alors professeur de philosophie à l'Institut catholique de Paris. C'est déjà un auteur très reconnu, très influent sur la génération qui monte. Il a déjà été engagé dans un certain nombre de batailles, il n'y a pas d'autres termes qui conviennent, contre l'Action française. Il a également été engagé sur le plan médiatique dans des controverses assez douloureuses du côté de Jean Cocteau, après l'échange qu'il avait pu avoir avec Jean Cocteau et le commencement de la conversion d'un certain nombre de grandes figures des milieux ultra-modernes de la culture française des années 20, des années 30. Et Jacques Maritain est donc un personnage à la fois public, médiatique, et en même temps un homme qui reçoit à domicile, quasiment tous les dimanches, des dizaines de personnes qui viennent de tous horizons. Il y a des hommes, des femmes, des pères de famille, des homosexuels notoires, il y a des philosophes, des théologiens, des Japonais et des Sud-Américains. C'est en fait une galaxie assez étonnante que celle de Jacques Maritain,
avec, c'est évidemment le point important, il y a une chapelle avec le Saint-Sacrement qui est présent dans la maison. C'est assez rare que le Saint-Sacrement soit déposé chez un particulier. Il y a le bureau de Jacques Maritain qu'Hélène Izvolsky décrit rapidement. Il y a surtout son salon où tout ce petit monde se retrouve pour échanger, pour dialoguer, pour essayer de préparer les sommaires des prochains numéros de revue ou pour orienter telle ou telle retraite spirituelle qui est en cours. On connaît assez bien en fait désormais toutes ces réunions de Meudon parce que les carnets de Jacques Maritain sont en cours de publication. Et ça nous donne vraiment des indications très précises sur la vitalité de ce milieu. Et Hélène Izvolsky s'insère très aisément dans ce milieu maritain parce que Raïssa, l'épouse de Jacques, est d'origine russe. Vera, la belle-sœur, est également présente au domicile de Jacques et de Raïssa. Et autour des Maritains, il y a en permanence un certain nombre de musiciens, de peintres qui sont eux-mêmes russes. C'est évidemment le cas le plus fameux, c'est Marc Chagall, mais vous avez également, avec une très belle correspondance avec Jacques, vous avez également Arthur Laurier, un musicien moins connu, mais qui est quand même joué... et puis il y a des articles dans les premiers numéros d'Esprit sur Arthur Laurier, et vous avez là donc un milieu très franco-russe, judéo-chrétien au sens large, et Hélène Izvolsky se trouve très à son aise dans ce salon maritain, d'autant que Maritain le retrouve, est en affinité avec les positions politiques qu'Hélène Izvolsky peut elle-même défendre dès les années 20, dès le début des années 30, avec une critique assez violente à l'égard évidemment de la société bourgeoise de l'entre-deux-guerres. Il ne faut pas oublier que Maritain est le filleul de Léon Bloy, qui vomit le monde bourgeois du XIXe siècle, et Maritain a hérité, à la fois par sa famille et par Léon Bloy, de cette critique du monde moderne tel qu'il s'est développé depuis la fin du XIXe siècle, et en même temps très critique à l'égard donc du capitalisme, très critique à l'égard du communisme tel qu'il se développe, de tous les totalitarismes au sens large. Et le milieu maritain est très lucide sur un certain nombre de questions. Je lisais il y a peu de temps les mémoires de Jean Hugo, un peintre qui, comme Hélène Izvolsky en parle du reste de Jean Hugo, qui est un des descendants de Victor Hugo, qui rappelle les propos de Vera, donc la sœur de Raïssa, en disant mais finalement, est-ce que c'est un péché que d'abattre Hitler? Et puis il y a un clerc qui est là, qui répond mais non, c'est pas du tout un péché de l'abattre, au contraire, c'est un péché de ne pas l'abattre, et si vous le manquez, à ce moment-là, vous irez en enfer. Enfin, il y a là un milieu qui, dès 1933, est parfaitement conscient de la violence de l'antisémitisme qui se prépare. Raïssa et Vera sont elles-mêmes d'origine juive, et Hélène Izvolsky est très à son aise, en fait, dans ce contexte intellectuel, politique, et dans le même temps, Jacques, qui a une génération de plus qu'Emmanuel Mounier, qui conseille Emmanuel Mounier, qui le soutient, qui l'encadre, il y a des échanges d'intuition et également de noms concrètement d'auteurs. C'est Jacques qui recommande à Emmanuel Mounier de proposer à Hélène Izvolsky d'écrire pour la revue, parce que, pense-t-il, à juste titre, il y a des coïncidences de position entre le groupe des post-révolutionnaires et le groupe de la revue Esprit. Alors justement, je signale que dans nos archives, il y a un certain nombre de textes d'Hélène Izvolsky, parfois signés les 4, parce que vous y reviendrez avec 3 camarades post-révolutionnaires, donc comme vous nous le disiez au début, ils forment cette espèce de signature collective pour proposer à la revue des articles sur la Russie et sur sa situation contemporaine. Donc je crois qu'il y a un article sur la femme en URSS, il y a un article sur la paysannerie, il y a un article sur la société communautaire, donc des sujets très variés. Donc elle avait avec ces 3 jeunes hommes une sorte de rôle de correspondant, c'est encore une énigme pour moi aujourd'hui, l'identité de ces 4. Je ne suis pas sûr de les avoir identifiés. Le fait est il y en a qui étaient chauffeurs de taxi. Il y a un chauffeur de taxi, il y a un ouvrier quelque part en région parisienne, et le 4e, on ne sait pas très bien. Mais le fait est que
c'est un peu un lieu commun de l'historiographie, au sens où on sait que dans l'entre-deux-guerres, il y a environ une centaine de milliers d'exilés de la Russie, qui ont dû quitter le territoire sans leur fortune et sans leurs paysans ou toutes les richesses qui étaient les leurs, et qui arrivent à Paris, qui bien que comte ou baron, eh bien, doivent servir dans les usines ou devenir chauffeur de taxi. Et Hélène Izvolsky le dit, au fond, elle signe les 4 parce qu'elle avait été engagée comme représentante de ce groupe post-révolutionnaire, mais au fond, assez rapidement, les 3 autres n'ont pas le temps, ils sont épuisés par les travaux qu'ils doivent mener, et donc elle finit par signer les 4, des articles qu'elle-même a rédigés toute seule, et de ce fait, peu à peu, elle finit par signer elle-même Hélène Izvolsky du nom de son nom de jeune fille, prenant la responsabilité en quelque sorte de toutes ces pages. Ce qui me semble extrêmement intéressant et extrêmement neuf, c'est la position qu'elle développe dans Esprit. C'est-à-dire que c'est une position complexe, une position sensible, qui permet, je crois, de penser dans la longue durée le retour d'un certain nombre de phénomènes religieux qu'on a pu voir dans la Russie post-soviétique. Au sens où, dans l'entre-deux-guerres, il y a 2 visions de la Russie qui s'affrontent. Les communistes, qui sont des ardents promoteurs, évidemment, de ce qui se met en place dans la belle Russie des Staline, et tous ceux qui sont farouchement anticommunistes et qui ne voient que l'horreur des goulags et l'horreur de ce qui se joue dans la Russie de l'entre-deux-guerres. Les positions médianes sont extrêmement rares. Et Hélène Izvolsky, précisément, par un ensemble d'analyses qu'elle développe à partir de tous les témoignages des exilés, de la littérature qu'elle parvient à récupérer à Paris, etc., eh bien, va montrer qu'au fond, il y a une forme de maintien et de résistance spirituelle du peuple russe, malgré cet homme nouveau que le Staline et le communisme cherchent à imposer. Et alors, c'est une position, on n'a pas le temps là maintenant de revenir sur tous les articles d'Hélène Izvolsky, mais ce sont des analyses fondées sur des lectures très contemporaines des articles qui expliquent, à mon sens, dans la longue durée, pourquoi quelqu'un comme Gorbatchev a été baptisé 2 fois. C'est des choses qu'on oublie un peu, au sens où, malgré le communisme, l'Église orthodoxe parvient à transmettre sub secreto dans les campagnes un certain nombre d'éléments de foi, d'éléments évidemment de sacrements, et qui explique aussi probablement la résurgence sur des bases, entre nous, très discutables, mais de l'orthodoxie après l'effondrement de la Russie soviétique. Il y a là, en quelque sorte en souterrain, des phénomènes historiques qui sont rarement analysés sur le plan des spécialistes de la Russie, mais que Hélène Izvolsky pointe avec assez de justesse, il me semble, dans les années 30. Alors vous disiez que tout ce petit monde était à ce moment-là déjà très lucide, enfin regardait très en face les périls qui montaient de toutes parts, et notamment en Europe. La fin de l'ouvrage évoque la guerre qui arrive, et il y a des pages assez terribles sur ce qui se passe, sur qui cherche à fuir, et on sent bien qu'ils ont été, tous très lucides sur ce qui risquait de se passer. Elle évoque le fait qu'elle craint que ses amis ne soient arrêtés, qu'Esprit doive s'arrêter, que la publication soit suspendue. Elle part pour les États-Unis. Elle y retrouve Jacques et Raïssa Maritain. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, c'est vraiment un élément important de l'histoire de France qui se joue aux États-Unis à partir de 1940-1941, au sens où un certain nombre d'intellectuels, d'universitaires, vont être autorisés à s'exiler aux États-Unis. Il y avait des quotas spéciaux pour les intellectuels et les universitaires. Ils vont collaborer à l'Office of War Information, c'est-à-dire le bureau de la propagande américaine à destination de l'Europe occupée. Ils vont publier un certain nombre de volumes. Par exemple, pour Jacques Maritain, c'est Démocratie et christianisme, un petit volume qui est diffusé par avion et lâché sur la France occupée. C'est des États-Unis que Maritain va publier À travers le désastre, qui est le premier best-seller de la résistance et qui va circuler jusque dans les ghettos
de Varsovie, de Pologne et jusqu'à Amsterdam occupé. On a là vraiment des éléments importants, et il y a, pardon, j'ai oublié de le dire, une université française en exil, la première, qui se construit en 1941 à New York, l'école libre des hautes études, dirigée par des gens comme Paul Vignaud, comme Jacques Maritain, avec des mathématiciens, des philosophes, des juristes, qui peu à peu vont préparer le cadre intellectuel de la libération de la France à partir donc de 44-45, après un passage par Alger. Mais le point important, c'est que Hélène Izvolsky, en effet, doit s'exiler en 1941. Elle parvient aux États-Unis par le soutien de diverses fondations russes, et elle va enseigner dans des universités américaines. Elle va essayer de faire comprendre la Russie, son pays, la Russie qu'elle aime, au public américain. Ça ne sera pas simple. On est au temps de la guerre. L'alliance avec la Russie soviétique est très complexe à expliquer au public américain, et pour Franklin Delano Roosevelt, c'est un point difficile. Et ensuite, c'est la guerre froide, et c'est encore plus compliqué pour Hélène Izvolsky d'expliquer aux Américains que tous les Russes ne sont pas marxistes, tous les Russes ne sont pas communistes, etc. etc. Donc elle va se retrouver dans une position, encore une fois, délicate, et on sait bien qu'être passeur, être traducteur, ce n'est pas simple, parce qu'on n'est jamais bien sûr d'être reçu dans la langue dans laquelle on arrive. Et elle va rencontrer Dorothy Day, qui est une belle figure du catholicisme social aux États-Unis, et elle va œuvrer dans ce milieu du catholicisme social. Elle finira son existence sur les bords de l'Hudson River, dans un foyer du Catholic Worker, après donc de l'ouvrier catholique, après avoir fondé un certain nombre de centres d'études consacrés au lien entre l'Est et l'Ouest, à travers notamment la figure de Saint Benoît et de Saint Serge, pour chercher à promouvoir une meilleure intelligence entre l'orthodoxie et le catholicisme romain. Donc une figure très rare en fait, sur le plan de l'itinéraire intellectuel de la Russie vers la France, de la France vers les États-Unis, du monde orthodoxe vers le monde catholique, et une figure qui a inspiré au moment où elle décède. Il y a un auteur qui explique que c'est vraiment une figure prophétique. Dans une revue de l'orthodoxie, c'est le terme que l'on emploie pour qualifier son parcours, et en même temps figure très méconnue en France, précisément parce qu'elle décède aux États-Unis, et que la guerre froide, il faut bien le dire, a aussi un peu oblitéré tous les efforts qui avaient été faits pour une meilleure intelligence entre l'Est et l'Ouest. Alors, de cette fréquentation par Hélène Izvolsky de tous ces milieux chrétiens en France, il a un visage en particulier qui est celui de son adhésion, je ne sais pas comment il faut le dire, à la philosophie personnaliste, dont on a le sentiment qu'elle y adhère complètement, qu'elle le partage complètement avec toutes ces personnes qu'elle fréquente, notamment autour de Jacques Maritain. Il y a une figure en particulier qu'on a déjà évoquée, qui est à Clamart, qui est le philosophe Berdiaïev, qui est peut-être un peu méconnu en France, qui a une influence décisive, je crois, sur le personnalisme. Voilà, quels sont les rapports d'Hélène Izvolsky avec cette tradition, cette philosophie personnaliste ? Il faudrait peut-être souligner qu'Hélène Izvolsky est en fait la cousine de Nicolas Berdyaev. On est là dans un monde russe qui se connaît intimement. Et Hélène Izvolsky, effectivement proche de Maritain, de Mounier, est également très proche de Nicolas Berdyaev, qui est une figure cruciale de l'émigration russe à Paris. Il est né dans les années 1870, il va mourir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il émigre en fait à Paris après la Révolution, mais pas tout de suite après. Je crois qu'il arrive à Paris au début des années 20, après un passage par l'Allemagne, et il va publier un certain nombre de volumes extrêmement importants sur le sens de la Révolution, sur la violence révolutionnaire, et joue un rôle d'explicitation de ce qui se passe véritablement en Russie. Il était proche des révolutionnaires de février 1917, et il me semble qu'il avait été député dans la première assemblée de février 1917, et il est chassé de la Russie communiste parce qu'évidemment il est incompatible avec le marxisme-communisme qui se met en place au pouvoir. Ce qui est intéressant chez Berdyaev, je crois, c'est
une figure d'intelligence de l'intérieur de ce que devient la révolution russe entre 1917 et 1921-22. C'est-à-dire que, là encore, c'est pas une figure de la réaction, évidemment pas. C'est pas non plus un communiste, même si on lui a reproché d'être philo-communiste. C'est vraiment un auteur qui occupe ce terrain du milieu, cette troisième voie en quelque sorte, pour observer avec plus de justesse les enjeux du moment. Le Nicolas Berdyaev, comme Maritain, comme Mounier, cherche à développer ce dialogue franco-russe, et il reçoit également, sur une base régulière, dans son salon, tous ceux qui, ça peut être des philosophes, des théologiens, des intellectuels, et Hélène Izvolsky. Elle le raconte avec beaucoup de justesse et de précision, avec des allusions sur le samovar qui est toujours chaud, ou sur l'amour de Berdyaev pour les animaux. Enfin, c'est vraiment la vision de l'intérieur. Et un grand attachement à la figure de Nicolas Berdyaev, parce que vraiment c'est effectivement un rôle majeur, mais encore une fois effectivement assez oublié dans les combats qu'il a pu mener dans les années 20 et 30 en France, y compris. Et pour conclure, donc vous nous avez dit comment vous étiez tombé sur cette figure, comment vous l'aviez découverte. On a dit plusieurs fois qu'elle était relativement méconnue au regard de l'importance qu'elle a eue dans la vie intellectuelle, culturelle et religieuse au XXe. Quelle est pour vous aujourd'hui, pour les lecteurs qui peuvent donc la découvrir, la lire en France pour la première fois, quelle est l'actualité de cette pensée ? L'actualité, c'est pas tant dans les combats qu'elle a menés, je crois, parce que le dialogue entre Rome et Moscou est toujours désiré, toujours désirable, toujours en route, hein. Mais depuis un certain nombre d'années, il n'y a pas eu de progrès majeur, je crois, sur ces questions-là, hélas. Mais c'est plutôt dans la posture, c'est-à-dire dans son désir d'être aux avant-postes des échanges, d'être toujours ouvert à un certain nombre de sujets d'actualité, son désir de réconcilier également une vie de contemplation et une vie d'action, une vie d'écrivaine, et de tenir les deux en même temps. Je crois que c'est ça qui est important dans l'itinéraire d'Hélène Izvolsky, c'est que elle a écrit des centaines d'articles, elle a traduit des centaines de poèmes, d'articles du russe vers le français, etc. Mais au cœur d'elle-même, ce qui compte avant tout, c'est ce désir de contemplation et d'unité, Orient-Occident, mais également unité en soi-même, et une espèce de fidélité à son propre itinéraire. Ça donne très envie de la découvrir. Donc Hélène Izvolsky, Au temps de la lumière, aux éditions Salvator. Merci beaucoup Florent Michel. Merci à vous.